La chance est bien souvent un hasard qui se provoque. Cette philosophie colle parfaitement à mon invité du jour. Alors, merci beaucoup Confucius, qui a été l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Mon invité du jour, c'est Antonio Di Florio. Ingénieur de formation, il a ensuite plongé dans le monde de la finance en passant par plusieurs établissements bancaires de la place Genevoise. C'est un aventurier, père de famille, est un éternel optimiste. Mais ne vous y trompez pas. Sous ses airs sérieux, c'est aussi un passionné de défis. Full contact, boxe taille et même baptême en avion de chasse, il va nous raconter tout ça, car Antonio ne fait pas les choses à moitié. Aujourd'hui, on va aussi parler de comment il a créé depuis zéro un restaurant à Genève, le Minotaure. Il s'implique aussi activement dans la vie associative en Suisse romande, en étant le président de l'association Tous Unis pour l'enfance. Préparez-vous, car cet épisode promet d'être aussi percutant qu'inspirant. Bienvenue dans Parcours Inspirant. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Antonio, merci de nous recevoir chez toi. C'est vraiment cool. En plus, derrière, il y a la photo du Minotaure. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Bah, c'est un plaisir de t'accueillir à la maison. Comme tu le sais, le concept de ce podcast, c'est de repartir depuis ton enfance et de retracer les étapes clés de ta vie pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Comment tu étais quand tu étais petit, autour des 10 ans? Je crois que tu étais un petit peu timide. Clairement, ouais, carrément. Très timide, très réservé, presque par obligation, un peu l'élève parfait, je dirais. J'avais peu de possibilités de faire les choses, à côté. Autrement, c'est vrai que j'étais très rapidement, repris à l'ordre, donc voilà, très, très réservé. Et je crois qu'en 85, tu as eu un choc émotionnel qui t'a créé une sorte de bégaiement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? En effet, c'était le jour de mes 3 ans. Heu, Là où on habitait, voilà, c'était la fête, la famille était là et puis je vais me promener dans la propriété, c'était, ben, là où mes parents travaillaient et il y avait un clapier, il y avait plein de lapins. Mmh. À la base, c'était ça que j'allais voir et c'est vrai que, il semblerait que, voilà, il y a eu un renard qui est passé par là, durant la nuit et puis, ben, j'ai vu une scène qui était pas forcément assez facile à voir à cet âge-là. OK. Et il semblerait que, ben, voilà, depuis, mes 3 ans, ben, j'avais beaucoup de difficultés à parler. C'était, ben, voilà, je pense aussi un moment pas facile pour mes parents puisqu'ils ont vraiment tout essayé pendant 1 an pour pouvoir, ben, me redonner Mmh. la parole finalement. Logopédiste, psychiatre, Ah et oui. plein de choses, et il y a eu quand même un déclic donc qui m'a permis, vraiment finalement de retrouver cette parole Et normale. et le déclic est venu, il y a eu un événement aussi qui a provoqué ça? Non, c'est du jour au lendemain, ça s'est inversé? Bah, un jour ma mère, je sais pas si tu te souviens à la Migros, tu avais ces panneaux avec, les annonces et puis tu décrochais ces petits bouts de papier avec les numéros Mmh. et cette annonce, c'était un cours de piano, Ah! et en fait, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas encore essayé et puis, depuis là, en fait, voilà, je me suis initié à la musique, et puis grâce à la musique, finalement, c'est le déclic qui m'a permis, de reprendre, on va dire, une fluidité dans ma parole, ben, je crois, dès mes 4 ans. Ouais, c'est arrivé après progressivement et depuis, bah, voilà, c'est vrai que la musique m'a toujours suivi. C'est un côté, qui c'est inattendu. J'ai repris il y a encore 2 ans, la musique aussi, en mettant, heu nos 2 filles, à la musique aussi. OK. Et puis je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» Ça me manquait aussi, bah, beaucoup et puis c'est vrai que même aujourd'hui, alors voilà, ça fait fonctionner une autre partie, de mon cerveau. Des fois, il fume vraiment, à fond parce que c'est pas évident, donc j'ai repris le piano et c'est ce côté qui me permet vraiment de faire l'abstraction au final de que je peux penser, au quotidien, quoi, donc OK. c'est ma petite bulle. Si on avance un petit peu, il me semble que tu étais aussi déjà assez sportif à l'époque. Tu faisais de la boxe, je crois, de la boxe thaï, du karaté, tu faisais pas mal de sport, un peu de combat et tu faisais aussi du théâtre. Ouais, alors ça, c'était plutôt, ouais, la révélation. Alors au niveau sportif, j'ai commencé très jeune avec le karaté.
Bon, moi, je suis italien d'origine, et puis à un moment donné, il y avait quand même, une volonté assez forte, de papa de me mettre au foot. Je suis le seul garçon dans la famille, donc j'ai pas trop eu le choix. J'en ai fait quand même quelques années. C'était chouette, hein, parce que voilà, c'est un sport collectif, j'ai rencontré plein de gens, géniaux, et puis voilà, après, c'est toujours cet aspect compétition, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que plus tard, ben, voilà, quand j'ai pu, ben, j'ai arrêté le foot, 14-15 ans, et puis le sport de combat me manquait parce que c'était vraiment, j'ai commencé par le karaté quand j'étais vraiment tout petit, et puis, ben, voilà, je me suis mis au full contact. Donc dès qu'on me décrire, c'est vrai que j'étais, voilà, très timide, et la révélation, et ben, finalement, c'était le théâtre. J'ai commencé, quand j'étais au cycle, je devais avoir, 14 ans, un truc comme ça. Et voilà, d'être quelqu'un d'hyper réservé, hyper studieux, ben, finalement, d'apprendre à s'exprimer, de prendre la Mmh. parole, ben, voilà, quand tu es quelqu'un de très timide, c'est pas un Un exercice challenge, ouais. facile, carrément. Et par contre, c'était cette révélation. Donc après, ben, comme c'est vrai que je fais rarement les choses à moitié, je m'y suis mis à fond. J'ai commencé à faire, ben, des pièces de théâtre, que ce soit à travers, ben, au début le cycle, après à travers ben, voilà, Mmh. des 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 troupes, privées. Mmh. OK. Je crois que très tôt, tu as commencé à faire des petits jobs dès l'âge de 14 ans. Ouais, bah, voilà, très jeune, en effet, ben, papa et maman, ils bossaient à fond, ils avaient pas forcément beaucoup de moyens, et donc déjà là, de me dire que je voulais pas forcément être, même très jeune, voilà, une charge pour Mmh. eux, ben, et à 14 ans, j'ai débuté, voilà, un petit job comme ça, quelques semaines, une station Shell qui était pas trop loin, à Tonnet, et puis, ben, chaque année finalement, que ce soit, ben, la station Shell, que ce soit dans des restaurants en tant que serveur, après plus tard ça a été, sécurité VIP à l'Arena. J'ai travaillé aussi pour mes études dans un EMS, les week-ends, et OK. puis pendant mes vacances. Donc voilà, après c'est vrai que dès que j'avais des petits bouts de Mmh. vacances à droite à gauche, j'ai toujours réussi à m'arranger, à trouver des petits jobs, Ensuite, tu as fait une formation d'ingénieur. Moi, je t'avoue, je t'ai connu après et ouais. quand j'ai vu que tu avais fait une formation d'ingénieur, j'en avais aucune idée. Comment tu es passé de cette formation d'ingénieur à plonger dans le monde de la finance? Mais je crois que toi, tu te fais plein d'idées quand tu es gamin. Heu, J'avais pas trop d'idées, j'étais plutôt bon en maths, et c'est vrai que, bah, dans les réflexions, voilà, à 14 ans, 15 ans, on te demande assez rapidement de devoir choisir quelque chose, donc ça met un peu la pression, et Mmh. puis, ben, d'une façon assez naturelle, je me disais: «Bon, ben, je suis bon en maths». Je me suis toujours dit un jour, je voulais toujours être chef d'entreprise, donc je me suis dit: «Bah, il faut que, voilà, j'aille un bon, dans cette idée-là». Et puis donc c'est comme ça que j'ai débuté, à cette école d'ingénieur. Donc ça a duré quand même 6 ans et demi. Ouais. Voilà, donc c'était la première volée, en HES à Mmh. l'époque. Je me suis spécialisé dans la partie microtechnique, donc qui était entre robotique, mais plus spécialement dans le monde, dans l'horlogerie, Mmh. et puis c'est vrai que, ben, de nouveau, toujours en allant chercher, ben, voilà, des petits boulots à droite à gauche. À un moment donné, dans ce cursus d'ingénieur, on devait faire un stage. Pareil, j'ai jamais fait les choses un peu comme les autres parce on devait postuler à certains endroits. On m'avait obligé de postuler à des boîtes que je connaissais pas. Moi, je voulais absolument bosser chez Rolex, et donc bah, voilà, l'interdit, j'ai envoyé de mon Mmh. côté, la lettre parce qu'il y avait d'autres étudiants, bien sûr, qui avaient le feu vert de l'école. Et ben, j'étais le seul étudiant qui était sélectionné par Rolex finalement, OK. et puis j'ai pu finalement, ben, voilà, même pendant, mon parcours d'ingénieur, Heu, que ce soit les vacances, et puis j'ai commencé vraiment, bah, là, pendant mes études, au bureau de maintenance, pour finir, le moment où j'étais ingénieur jusqu'au bureau d'R&D, donc recherche et développement, et puis de pouvoir, faire mon Mmh. diplôme avec eux. Et pourquoi tu es pas resté dans ce milieu et tu as décidé de faire un diplôme spécifique bancaire? Et ben, là, j'ai quand même, ben, bossé après mon diplôme, un petit peu de temps, une année avec Rolex. Et toujours dans cette inspiration de vouloir être, mon propre, patron, je savais qu'il me manquait, 2 choses.
en tant que technicien, ingénieur, je crois qu'on n'est pas très bon en langue l'objectif c'était de partir à l'étranger, pour apprendre l'anglais et après est venue l'autre compétence au moment où je suis revenu en me disant: «Ben, comment je vais acquérir la partie financière?» et parce que voilà, je me suis dit: «Si je dois être chef d'entreprise, je dois aussi pouvoir OK. maîtriser la partie financière» et bah, à mon retour de l'étranger, finalement, ben, je suis reparti quasi à zéro et j'ai fait, voilà, formation, bancaire, financière, par la suite et puis, ben, maintenant je suis encore 20 ans plus tard. À l'époque, j'étais jamais parti, je crois que c'était la première fois que je prenais l'avion. OK. Et tu m'as mentionné que c'était une des plus grandes leçons de vie. Tu as appris quoi particulier là-bas? Ben, cette année, si tu veux, j'ai divisé en 2 parties. La première partie qui était le voyage en Australie où vraiment j'ai fait une école, j'ai fait que ça, l'anglais, l'anglais, Mmh. l'anglais et ben, bien sûr aussi quelques voyages sur place et l'objectif, avant de rentrer, c'était de passer quelques mois en Thaïlande et puis finalement j'ai vécu ma passion, qui était le sport et j'ai passé 4 mois à fond, à faire que ça, un peu moins de 4 mois en Thaïlande, Mais quoi, de la boxe? 6-7 jours, 7 heures par jour, faire de la boxe thaï, ouais Mais non? OK. et c'était, bah, voilà, là, j'ai vraiment vécu du sport, à fond et là, ben, là, c'était le déclic, si tu veux, expérience où je suis arrivé, j'avais jamais voyagé. Une des choses aussi qui m'a fait réaliser que j'ai un truc de fou, c'est que, là-bas, bon, tu as plein de nationalités différentes. Mmh. Je parlais vraiment pas très bien l'anglais à l'époque. Et et puis, là où j'ai commencé à bien pouvoir m'exprimer, moi, ce qui m'a juste halluciné, c'est que je pouvais parler avec une Suisse alémanique en anglais et que donc avec voilà, une autre Mmh mh. Suissesse Mmh mh. à l'autre bout de la planète et qu'on arrivait à se comprendre parce que, voilà, comme Mmh. j'ai dit, j'étais pas bon en langue, donc Mmh. finalement, c'était pas non plus, ma tasse de thé et là où j'ai dit: «Mais c'est dingue que finalement tu te retrouves à l'autre bout de la planète, que tu arrives à comprendre, et voilà Mmh. un autre Suisse en t'exprimant dans une langue qui n'est pas la langue, de Énorme. ton pays», tu vois? Et là, c'est là où j'ai vu, ben, je dis: «Waouh, OK» et je me suis dit: «Ben, c'était vraiment le bon choix à faire, quoi». Mmh. Tu as une anecdote que tu aimerais nous partager de Bah, ce que la tu as leçon vécu de vie, là-bas? en effet, là où j'ai vu ma vie passer, vraiment, je pensais que j'allais mourir, bah, dans ce truc où finalement on voit qu'on est tout petit. Je me retrouvais à Bondi Beach, donc à Sydney, c'est là où j'ai vécu la plupart du temps et puis, ben, j'essayais de me mettre au surf. Non, c'était un jour où j'ai pas compris, que, ben, si tu veux, les vents tournaient. Il faisait pourtant, hyper beau, hein, je veux dire, Mmh. la plage était bondée. Pour apprendre, j'avais une longboard, donc c'était voilà, une board énorme Oui, le truc qui qui flotte, qui est était bien voilà, qui est lourd. assez stable et tout ça, mais qui est juste hyper lourd et pas facile à manipuler et je me retrouve à un moment donné où je vois ces autres surfeurs qui commencent un peu à revenir et puis ils commencent à me dire des trucs, je comprends pas trop et puis, ben, là, finalement, un océan qui était assez calme, avec des vagues plutôt tranquilles, des vagues énormes Ah! qui commencent à arriver et là, si tu veux, je me souviens, il y avait 2 surfeurs, il y en avait avec des petites boards, donc c'était vraiment des gars qui maîtrisaient. Il y en avait même un qui était sur l'autre, et puis, parce que l'autre essayait de le rapporter aussi vers le bord. Ils m'ont lancé, par dépit parce qu'ils voyaient que j'étais en train de galérer, puis de me rapprocher des rochers, une des planches que je crois que j'ai dû louper à quelques Mmh. centimètres, parce que là, si j'avais pu, ils m'auraient emmené avec eux, au bord. Et là, ben, quelques minutes après, les grosses qui commencent les vagues qui commencent à taper et puis, ben, à un moment donné, moi je perds, je suis plus dessus, je me fais, Mmh. plonger, je me fais, ben, traîner au fond, et puis, ben, là, ben, tu vois, tu dis: «Merde, qu'est-ce qui se passe?» et puis, ben, à un moment donné, au moment où je remonte, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une deuxième qui me refait partir en profondeur et là, je dois dire que c'est ça la leçon de vie, parce que je me suis dit: «Vraiment, j'ai un truc, je sais pas, c'est bizarre ce sentiment où, enfin, j'ai vu ma vie, hein, plus ou moins passer devant». Je dis: Mmh. «Mais là, si au moment où je remonte, il y a une autre qui part, là, j'étais tellement claqué». Je dis: C'est bon, c'est fini, quoi» et heureusement, bon, au moment où je suis remonté, elle était pas là. Je me suis agrippé, j'avais plus de force, je me suis agrippé, sur ce longboard et finalement, j'attendais juste que ça passe, ça tapait sur moi et tout ça et la leçon de vie de se dire: «Mais, bah, en fait, on est tout petit». Tu Mmh. vois? Je veux dire, là, j'avais jamais compris que sur la force de la nature, ben, c'est elle qui est la maîtresse de tout, quoi. Je veux dire,
Et finalement, c'est vrai que j'ai toujours abordé après plein de choses ou que ce soit à la montagne, que je maîtrise pas aussi, et toujours avec après beaucoup plus de précautions à se dire: «OK, il faut qu'on comprenne où on va, on comprend qu'est-ce qui peut être dangereux». Et là, ça a été, ouais, un moment qui m'a marqué, mais de façon, finalement positive, hein, parce que Mmh. voilà, après il y a plein de choses, je dirais, où j'aborde avec beaucoup plus de précautions, dans la vie, quoi. Et donc tu reviens de ce voyage et tu pars en finance, tu fais une formation, la CYP. Ouais, ouais, je prenais un risque parce que là, finalement, je repartais à zéro. J'ai postulé dans une grande banque, ben, qui m'a finalement accueilli. Et je te jure, quand tu as le sésame qui arrive ou bon, après tu dois passer encore plein de tests, j'étais pas encore sûr, mais j'étais tellement déterminé que, bah, que je l'ai eu. Et Mais puis, tu as appliqué à quel type de job, cette banque? bah, j'étais stagiaire. Non, pas OK. stagiaire, c'était un 18 mois de formation, si tu veux. Donc tu partais dans un cursus, après avec ce CYP où ben, voilà, j'étais vraiment, ben, tu repartais quasi à zéro. Mais j'étais critiqué, hein. À l'époque, quand je rentre, on me dit: «Mais tu es ingénieur, tu peux plus ou moins bien gagner ta vie de Mmh. nouveau, Ouais, tu es en train de piquer la relax». place. Non, mais on m'aurait repris, Ah! hein. Ils m'ont même OK. reproposé de repartir, avec eux. Et là, je repars où, si tu veux, de nouveau, je gagnais quasi plus rien, quoi. Mais parce que tu avais cette idée de devenir chef d'entreprise et donc il te fallait connaître un peu la finance. Ouais. C'est fou ça. Bah, ouais, puis bon, je l'ai pas regretté, plus tard, hein, si tu veux, Mmh. parce que ça me plaisait, et si tu veux, de voir plein d'univers différents, ben, tu vois, je comprenais bien, le monde, de l'industrie, technique. Et maintenant avec le recul, oui, je trouve ça juste, génial, tu vois? Parce que c'est vrai que voilà, tu as plein de choses, puis surtout que je pense, je vois les choses sous un angle différent, Mmh. même étant dans la finance puisque, ben, voilà, je viens d'un parcours, qui est pas purement financier Mmh aussi, mh. tu vois? Heu, mais c'était non, c'est une chouette aventure et puis, bah, c'est comme ça que voilà, finalement, ben, je me suis lancé dans la finance, ouais. Et finalement, tu as continué dans le monde bancaire, donc tu as enchaîné plusieurs banques de la place, genevoise. Nous, effectivement, on s'est rencontrés parce qu'après tu as encore fait un autre diplôme, c'est le CFPI, Ouais, où là, effectivement, on a bossé, on a passé des nuits et des jours à on bosser bosse, cet ouais, examen et de le passer à Interlaken, qu'est-ce qu'on avait pu rigoler aussi. clairement. Mais c'était violent parce qu'à la fois on bossait, à 100 et en plus à côté, midi, soir, on se faisait en plus des groupes, de Travail, ouais, travaux ouais. et tout, c'était dingue. Et Et je me suis orienté après dans la gestion de fortune où là, ben, on est dédié vraiment à l'individu, aux familles, à la personne. tu as, peut-être une histoire à partager d'un des clients qui t'a touché par rapport à un certain projet? Bah, outre ça, je pense que ce qui m'a touché, c'est que certains des clients, sont restés encore des amis aujourd'hui. Mmh. Moi, j'étais dédié à l'époque quand j'étais banquier au marché anglais, donc voilà, je couvrais, ce marché-là. Heu, le jour où tu vois un client, il t'invite, au mariage de ses enfants, Mmh. au Noël de famille avec, d'autres amis. Et que tu fais partie quasi intégrante, parce que c'est cette relation de confiance finalement que tu arrives à instaurer, et qu'on est censé instaurer en tant que Mmh. banquier avec le client. Et ben, là, tu te dis, que Ouais, tu as bien tu fait vis ton quelque job. chose de bien. Non, c'est vrai que tu attires peut-être Mmh. aussi, les la même typologie de personnes, et tu dois quand même pouvoir conseiller. Là, tu restes vraiment purement sur du Mmh. financier et de rentrer, je dirais, dans cette sphère un peu plus privée. Souvent, ben, voilà, c'est pas donné à tout le monde et surtout, c'est quelque chose qui est pas évident, quoi. Mais pour moi, ça, c'était la plus belle partie de ce que j'ai pu vivre, à travers ma expérience, de banquier. Et quel type de conseil, ou en tout cas, comment tu pourrais, qualifier ce succès que tu avais justement avec tes clients? C'était lié à certaines de tes valeurs? Est-ce que À la c'était lié confiance. à OK. C'est la confiance. Par rapport au fait que toi, tu as eu beaucoup de succès avec tes clients et tu as noué des relations très fortes, quel quel conseil tu pourrais peut-être donner à des personnes qui sont, soit dans ce métier, soit qui aimeraient rentrer dans ce métier-là? Bah, je pense, c'est de rester soi-même. Mmh. Tu peux pas tricher, quand tu rentres dans une sphère aussi importante, d'un individu. Si tu triches, sur le long terme, ça va se voir. Donc c'est d'avoir cette intégrité parce que voilà, je pense que c'est ça qui est hyper important. Heu
et dans le temps d'essayer d'avoir cette confiance-là. Mais tu vois, c'est plein de paramètres, respect, intégrité. Évidemment, c'est des choses que je vis au Oui, c'est tout toi. quotidien, mais je pense qu'il y a aussi toujours se former. Genre, c'est un univers que, bah, tu connais, Mmh. qui est pas évident, qui est difficile à décrypter, souvent. Mmh mh. Mmh. Et c'est vrai que quand on avait fait ce diplôme ensemble, donc le CFPI, on a galéré, on va pas se mentir, on a galéré, c'était énorme tout ce qu'il fallait, apprendre tant sur les produits, sur les marchés, la mécanique, ouais, je m'en souviens encore franchement, on avait passé des moments jusqu'à la veille de l'exa où tu te dis: «Mais c'est pas possible, franchement ça va jamais le faire». Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une sorte de break. Ça s'appelle l'entracte. On est à peu près à la moitié de l'épisode et c'est l'heure de faire une pause fun avec l'entracte. Pendant 5 minutes, mon invité va jouer au jeu de la dernière fois que. Le principe est simple. 5 questions qui commencent toutes par la dernière fois que. Il a le droit à 3 jokers s'il veut éviter une question. Prêt? C'est parti. Donc la dernière fois, quoi, c'est ça? C'est ça. La dernière fois, je me suis dit: «Il faut oser». Ah, t'as le droit à 3 jokers. 3 Si jokers? Ah jamais. non, non, non! Mais bah non, elle est cool, mais finalement, je crois que c'est un peu, c'est mon quotidien. Non, parce que, tu vois, j'aborde les choses où mais je crois que dans la vie, il faut toujours y aller. Mmh. Il faut jamais avoir peur. Puis c'est comme ça que, j'essaie d'apprendre à mes filles aussi, c'est que dans la vie, il faut toujours oser. Mmh. Il faut pas avoir peur. Je veux dire, tu peux que avoir des regrets. Validé. Tac. Et de 1. C'est La parti. suite? Vas-y. La dernière fois que j'ai acheté un objet à moins de 100 francs qui a changé mon quotidien. Aujourd'hui, déjà trouver un truc à moins de 100 balles, c'est pas facile. C'est vrai. Déjà. C'est vrai. Je pense que je vais le prendre différemment. C'est pas l'objet. J'étais très nul en français quand j'étais gamin et puis, depuis un moment maintenant, j'essaie d'apprendre à lire et d'apprendre à lire, je sais lire, hein, mais d'apprécier la lecture et Mmh. ça fait des années maintenant que c'est le cas. Donc j'irai souvent, bah, les livres heureusement, la plupart ils coûtent moins de 100 francs. Je dirais c'est certains bouquins que j'ai pu, lire dernièrement, alors certains liés à la finance bien entendu, mais d'autres plus, sur des philosophes ou des parcours de vie aussi, OK. inspirants. Allez. Tu as un Et titre juste peut-être à partager avec, ceux qui nous écoutent? Qui t'a particulièrement inspiré dernièrement? disons il y a, bah, par exemple Bill Gates, Mmh. c'est quelqu'un que je trouve génial. Voilà, j'ai commencé à lire aussi un de ses livres. C'est ce genre de parcours aussi où voilà, tu te retrouves des fois personnellement ou des fois, ben, tu vas apprendre, tu tires tes propres leçons aussi et voilà, moins de 100 francs et puis, Allez. qui change, souvent mon quotidien, ouais. Parfait. Validé. Next. Combien il y en a? 4. En tout 5 Ah et tu en as 5, fait OK, 2. on y va. La dernière fois que j'ai fait un truc borderline. OK, allez. Allez. La dernière fois que je me suis dit: «J'y crois encore». Mais j'y crois toujours. Je te dis, je baisse jamais les bras. Ça, c'est vraiment un truc, j'ai une résilience, j'accepte pas le non et surtout pas le non s'il est pas, s'il m'est pas expliqué. Mmh. Hem, dans ce que j'ai pu faire aussi avec, Tous unis pour l'enfance, par exemple, heu, j'ai eu, voilà, eu régulièrement des refus ou même avec, le Minotaur. Heu, voilà, bon exemple. Minotaur où au début, ben, le financement, monstre d'aide, monstre financement, pardon et j'y suis retourné et c'est là où j'ai compris finalement déjà comment aller pour pitcher et de dire que, ben, un non, on m'appelait un peu type le bulldog, ou le Mmh. rottweiler parce que bon, je suis bélier, hein, c'est mon signe. Je suis de J'ai la team beignet aussi. une de mes spécialités, c'est de casser les murs. J'essaie de les sauter, ça fait moins mal en effet, Mmh. mais tu toujours confronté à des difficultés, tout le temps. Genre, j'ai jamais fait un Mmh. projet, j'ai jamais entrepris quelque chose où j'ai jamais eu des difficultés Mmh. et puis ce Ouais, serait c'est le pourquoi propre ça de ce serait je pense que ce serait moins fun, tu vois? Mais finalement, maintenant, c'est d'aborder toujours ces difficultés en déjà, bah, avec beaucoup plus de recul et puis,
avec beaucoup moins de stress aussi, Mmh. avec le temps. Mais, mais de jamais il faut jamais, jamais arrêter de croire. Mmh. Validé. Une dernière? J'ai fait un truc un peu fou. C'est mon quotidien. Ah, Je suis sûre que tu as fait un truc un peu fou, enfin, quelque chose de fou qui ressort un petit peu ou nous partager, bah, là, dans 2 mois, c'est de créer la fondue solidaire la plus grande de Suisse romande. 3000 personnes à Beaulieu, Lausanne, c'est, bah, 1 an de préparation à peu près et puis, bah, waouh. l'objectif pareil, là, c'est de mobiliser. C'est on prend son bâton de pèlerin, on essaye de convaincre, que finalement, on doit tous être présents pour aider l'enfance et bien sûr, comme dans tout projet, genre, tu jamais seul, il faut je pense une des clés pour que ça marche aussi, c'est d'être hyper bien accompagné, c'est Mmh. de savoir s'entourer et je suis entouré d'une équipe de fous. Trop bien. C'est quand? C'est le 29 mars. C'était l'entracte, sponsorisé par la société suisse infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que pour les prochains invités. Et puis un jour, tu te réveilles et tu te dis, allez, si j'allais créer un restaurant à Genève et si je l'appelais le Minotaure, truc de fou, raconte-nous un peu cette histoire. Comment cette idée est arrivée? Ça c'est pas en me réveillant comme ça le matin que je me suis dit: «Tiens, je vais m'aventurer restaurateur». Hem Et surtout que j'étais en emploi, donc c'est encore quelque chose, et pour l'anecdote, tu vois, depuis tout à l'heure, on dit que mon rêve, c'était d'être entrepreneur et d'être Mmh. patron de ma boîte et ben, c'était presque un pur hasard que je le suis devenu, tu vois? Donc donc c'est C'est ça qui fou. était assez fou, ouais. Non, c'est, alors je pensais pas être restaurateur et puis crois-moi qu'après l'expérience que j'ai faite qui était géniale, hallucinante, mais prenante et vraiment très difficile, je retournerai jamais dans la restauration, c'est Ça sûr. fait la leçon, Voilà, tac. la leçon, voilà, le pic, mais non, c'est parti d'un plan plus, privé. J'ai eu une éducation, très, très stricte. Voilà, père italien, mère aussi, d'origine italienne, de centre-sud, donc tu vois, je veux dire, c'est vrai que le dialogue chez nous, c'était pas forcément notre force et et puis un jour, mon père, il m'appelle, ben, tu vois, et il me dit: «Est-ce que tu as le temps pour aller boire un café?» Donc truc improbable parce que j'étais jamais sorti avec mon père pour aller boire un café, tu vois? Alors oui, on se voyait, hein, là, Mmh. bonne relation et tout ça, père-fils, mais pas dans ce cadre-là et puis, ben, Toi qui te propose d'aller boire un café comme ça, sorti de nulle part. en milieu de semaine, donc moi j'ai OK. quitté le job, tu vois? J'étais là, je dis: «Bon, ça avait l'air assez urgent», Mmh mh. donc je vais vite, le voir pour boire le café et c'est vrai qu'au moment, ben, où on s'assoit, mon père il pleure et là, je te jure, le premier truc qui m'est passé par l'esprit, c'est il y a quelqu'un qui est mort. Genre, il va m'annoncer, Mmh. le décès de quelqu'un et tout. Puis je dis: «Mais papa, qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Je l'avais en plus, je crois jamais vu pleurer, tu vois? Mmh. Et là, il essayait difficilement de me dire, il me fait: «Écoute, Tony, j'ai la petite voiture que j'avais, elle vient de lâcher, pour aller faire quelques petits jardins à droite à gauche». À l'époque, il avait plus de boulot et puis il me demandait si je pouvais lui prêter un tout petit peu d'argent OK. pour aller acheter une voiture qu'il avait vue, et c'est là j'ai fait: «Mais papa», je dis: «Tu besoin de quoi? De combien?» Et c'était un montant vraiment, résiduel. C'était beaucoup Mmh. d'argent certes, mais c'était je crois quelque chose comme 2 000 francs. OK. Et là j'ai dit: «Papa, mais bien sûr, attends, mais je te jure, Ouais. je sais même pas si on a fini le café, on est tout de suite sortis du café, j'ai retiré l'argent et je dis: «Tiens», et c'est là que j'ai réalisé alors voilà, papa avait plus le chômage, il avait plus de boulot, je savais que c'était difficile, j'aidais Mmh. déjà un petit peu, mes parents et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une situation qui était beaucoup plus difficile quand même ce que je pensais. Et ayant réalisé ça, si tu veux, je me suis dit: «Bon, ben, c'est vrai que j'aidais déjà un petit peu à travers mon réseau à ce que papa puisse retrouver un job». Mmh. C'était, ben, 2008-2009, donc tu vois, c'était une période qui était hyper difficile, Ouais. donc et là, ben, j'ai vu que finalement, c'était même compliqué pour que papa puisse, ben, retrouver un job et là, le pari fou, je me suis dit: «Bah, finalement, le seul moyen de pouvoir filer un job à papa, c'est de créer ma boîte».
et c'est comme ça que l'idée est partie et c'est arrivé à l'époque où, ben, j'étais avec, In, qui, bah, aujourd'hui est ma femme, Mmh. où on voyageait régulièrement les week-ends, voilà, découvrir des villes en Europe et puis on était en Amsterdam, ville, de fou Ouais. où, là, ben, je crois que je suis revenu de cette ville, j'avais 3 idées de boîte direct et là, c'était dans le quartier où on était, je vois tu vois, figure, d'un resto et c'était un steakhouse et puis vraiment, je te jure, je me suis posé dans ce steakhouse, je me dis: «Mais c'est pas possible, comment c'est je vais manger des steaks toujours à l'étranger et que finalement on le fasse pas chez nous?» et je crois qu'à partir de là, j'ai plus trop dormi. Heu, en moins de 3 mois, j'avais déjà la SAC qui était constituée, Waouh. j'avais tout le projet qui était monté. Tu avais trouvé le Heu, lieu? j'ai fait une recherche, voilà, après, exactement. Il me manquait certains trucs, bah, j'ai déjà eu après des noms, des plein de choses et puis j'ai fait aussi la rencontre, d'une personne qui est devenue après aussi mon associé dans le restaurant parce que, bah, voilà, comme je te disais, il faut toujours bien savoir s'entourer. Il y avait des lacunes que certes j'avais jamais, runné un restaurant de ma vie Il y a tellement de et choses à apprendre, c'est violent. bah, après j'ai appris, on va dire vraiment dans le dur, hein, quand après la boîte a été lancée. Parce que finalement après, ben, on a créé 10 emplois, tu vois, avec mon associé. Et c'était une aventure qui était, on va dire, spéciale. Parce Pourquoi qu'elle a spécial? duré, quelques années. Après bon, ben, j'en suis sorti, j'ai vendu, le restaurant, en tout cas mes parts et Et je crois que j'ai jamais fait autant de nuits blanches de ma vie, quoi. Parce que tu vois, à côté, j'avais un job qui était Mmh. hyper prenant aussi. Tu as la réalité, vraiment, le jour où je me souviens, ben, tu vois, j'ai ouvert le resto, le premier soir, on allait vraiment on officialisait, puis on Mmh. ouvrait. C'est là que j'ai réalisé, je dis: «Wow, OK» et puis surtout que tu vois, ben, la masse et tout ce qui se passe, ben, les factures, aussi qui s'accumulent, Ouais. surtout les salaires qu'il faut payer tous les mois et puis, ben, c'est hyper cyclique, Mmh. hein, donc C'était quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée? c'est c'est la gestion du personnel. Ouais. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles et complexes, et cette gestion des employés. Finalement, il y a dans ce milieu, je trouve qu'il y a très, très peu, de loyauté. C'est vrai que, voilà, ils papillonnent, ils vont souvent, voilà, pour quelques centaines de francs de plus, tout de suite partir, dans d'autres établissements. Mmh. Et alors, il y a un noyau que, voilà, tu arrives à constituer et puis qui est, voilà, vraiment le moteur, de l'établissement. Mais c'est sûr que, voilà, tout le monde est important, quoi, dans une chaîne, dans une entreprise et puis que, voilà, tu en as 1, 2, 3 qui sont pas là. Mais c'est surtout dans cette gestion, c'est leur attitude. Tu Mmh. vois, la reconnaissance, même si tu l'attends pas, mais finalement, Tu as peut-être pas pu je compter t'ai dit, sur certaines personnes alors que tu il y a un jour, on m'appelle à 22:00, j'étais à la maison un samedi soir mmh. et puis, il y en a un qui m'appelle en me disant qu'il allait planter un autre employé. Donc 2 employés, je sais pas, ils se sont pris le bec et puis qui m'appellent en disant: «Je vais le planter», et Ah, je vais le planter. Ah là, oui, donc toi, tu es d'accord. pas sur place et puis tu dois gérer ça à distance, quoi. En disant: «Bah, si tu débarques», si je dis: «Mais moi, si je débarque, les gars, dites non seulement vous allez planter personne, mais j'y croyez moi que ça va pas se passer comme vous Mmh. l'imaginez». Donc après d'essayer de rassurer, tu vois, tu as beaucoup de psychologie, sur le moment, c'était une belle expérience. Donc Waouh. voilà, ouais, tu vois, donc bah, il y a eu des moments aussi hyper cool et puis bon, un des trucs, pour moi, qui m'a marqué au fer rouge, c'était, ben, la première personne que j'ai dû, me séparer. Mmh. C'est mon associé qui m'a demandé de le faire, parce qu'en plus, bon, voilà, on l'avait pris ensemble. C'était la première équipe, donc c'était quelques jours après l'ouverture. On voyait que la personne, c'était lui qui devait un peu driver, l'ensemble de la salle et un peu agir comme monsieur le directeur, de salle et il nous avait vendu, monts et merveilles et puis il n'était pas à la hauteur, tu vois? Tu t'en es Et rendu compte comment? bah, très vite parce qu'on voyait que ça allait pas, tu vois? Je Mmh. veux dire, il y a pas que, l'aspect où, tu vois, tu peux recevoir quelqu'un, un client, mais ben, il y a le service, tu vois? Il y a, bah, la gestion aussi de l'équipe, Mmh. plein de choses. Et il était pas à la hauteur et puis là, c'est vrai que là, je l'ai remercié par la suite, mais encore maintenant, c'est marqué au fer rouge, je m'en souviendrai toute ma vie.
Et puis quand tu te lances dans cette aventure, c'est pas du tout ce à quoi tu as envie de faire face, quoi. Non, bah, puis que tu t'y attends pas. Ouais. Mais tu vois, moi, j'avais fait un all-in. J'avais des dettes énormes, sur ce restaurant, tu vois? Je veux dire, moi, il y a un truc qui allait pas, j'embarquais pas que moi personnellement, ma famille, tu vois? Donc tu as aussi une pression, tu peux pas te Mmh. permettre de devoir louper quoi que ce soit et surtout, finalement aussi vis-à-vis de tous les autres, employés que tu as, tu vois? C'est vrai que Mmh. tu te retrouves à à donner ce retour où eux, ils ont confiance en toi et puis que toi, tu dois juste Mmh. jamais les laisser tomber aussi, tu vois? Donc c'est marrant, c'est assez particulier. Il y a eu des moments extraordinaires, hein, aussi parce que voilà, il y a eu des soirées, mémorables, restaurant, tu vois, il a été 2 années de suite au guide Michelin, genre, Ah oui? c'était non, c'était une très, très belle aventure. C'était, ce qui me drive encore aujourd'hui même dans mon emploi, dans ce que je fais au quotidien, c'est l'excellence. Et je pense que ça, voilà, ça faisait partie, des choses que je voulais on voulait avec, mon associé, garder. Mais c'est quoi? Tu avais une étoile au guide Michelin? Tu avais, On avait 2 fourchettes. 2 Donc fourchettes, OK. on était au guide, on était recommandé, mais avec 2 fourchettes. Mmh. Je crois que j'ai vu peu de steakhouse avec une étoile, Bien sûr. peut-être s'il doit y en sûrement en exister. Mais, non, déjà d'être référencé Waouh. au guide Michelin, c'était fou, quoi, tu vois? Mmh. Je veux dire, donc ça met encore plus la pression, tu vois? Et c'est vrai que Et comment c'est tu l'as appris? Les 2 fourchettes? Bah, après parce qu'ils t'envoient, un OK, courrier, alors comme je t'ai dit, on la provoque la chance et j'ai moi postulé pour, pouvoir, mettre le restaurant d'accord. au guide Michelin, donc j'ai Mmh. envoyé un formulaire. Alors après tu sais pas s'ils passent, s'ils Mmh. passeront pas et finalement, ben, peut-être il y a rien qui va se passer, mais, c'est arrivé quelques mois plus tard où finalement on reçoit une lettre ou je crois que c'était un appel qui nous dit que voilà, une personne est passée et que notre restaurant sera référencé donc c'était chouette. Il y a eu des personnalités qui sont passées, par exemple, Ouais, au resto? alors on va dire sur du plus local, et qui est assez connu, ben, Joël Dicker par exemple, OK. qui était là, heu, un Garou, tu vois? Puis, voilà d'autres personnalités aussi qui étaient de passage à Genève, Mmh. et et puis qui nous ont fait l'honneur, de venir. Et quand tu as Garou qui débarque, ça doit être un sacré événement quand même, non? Les je je crois qu'on bon, on savait qu'il allait venir mais bon, puis bah, tu préserves l'intimité aussi de chacun et que, ben, tu vois, tu briefes plutôt les Bien équipes en sûr. amont en disant: «Les gars, vous assurez quoi». Ouais, Tu vois? Donc tu c'est et m'étonnes. puis c'est des gens, qui sont hyper abordables, ils ont la banane tout le temps, hyper cool quoi. Et comment cette aventure, elle a pris fin pour toi? À quel moment tu t'es dit: «Bon, là j'arrête, je revends mes parts»? Ben, de gérer au quotidien, c'était dur avec un boulot qui était prenant. Papa entre-temps, c'est vrai qu'il a été au début de l'aventure à me donner des coups de main quand on était ensemble à casser les trucs, les week-ends, les soirs, tu vois? C'était cool, mais après, ben, voilà, lui, il a réussi à trouver un job par la Ouais. suite. C'était vraiment un mini tremplin qui surtout, outre ça, c'est que quand tu étais dans la spirale dans laquelle il était, il perdait confiance en lui. Tu vois? Tu Mmh. passes 50 ans, plus personne veut t'engager, et c'était très difficile. Donc juste éventuellement, même des fois qu'on se soit retrouvés ensemble à aller péter les trucs pour, tu vois, relancer la Mmh mh. construction, et passer ces moments avec lui qui étaient assez uniques. Ben, ça a permis bah, qu'il reprenne confiance et qu'il retrouve un job par la suite, donc tu vois? OK. Et moi, ben, finalement, le resto, il était là un peu pour ça. Moi, je me suis pris à l'aventure, je voulais pas devenir restaurateur non plus et tu vois, j'avais plus de vie privée. Mmh. Moi, ben, j'étais absorbé, si tu veux, ben, par le boulot la journée, des fois même, voilà, le week-end, mais surtout le soir, les nuits, et le week-end par le restaurant. Donc j'ai moins vu grandir ma première. Il y a la Mmh. deuxième qui est arrivée aussi par la suite et si tu veux, de faire cette distinction, i après j'ai une femme exceptionnelle. Tu vois Sandrine, si j'avais pas elle, dans ma vie, je pense j'aurais jamais pu aborder ce genre de projet, parce que si tu veux les difficultés que j'ai pu aborder, elle c'était un peu mon rock et puis finalement l'aventure voilà, j'ai appris énormément de choses et puis après avec le recul, je me suis dit: «Bah, j'ai eu beaucoup de chance» parce que ça c'est arrivé juste avant le covid, et le Waouh! covid est arrivé je crois 1 an, plus d'1 an après ça et tu vois?
Ouais, Des finalement, fois, la vie. là, tu aurais vécu encore un autre, Mais tu vois, peut-être à contre-cœur, quand j'ai pris la décision de partir, c'est ton bébé, quoi. Tu sais, Mmh. genre, c'est un truc où j'ai vécu tellement de choses, que j'ai appris tellement de choses Mmh. que c'était pas une décision facile. Mais tu vois, la balance faisait qu'il y avait d'autres choses Ouais, bien encore plus sûr. importantes Mmh. qui faisaient que, de toute façon, voilà. Et puis j'aimais mon métier, tu vois? Je veux dire, je Mmh. voulais pas non plus, tu vois, sacrifier ça et puis me lancer dans un truc, encore différent. Donc voilà. Et puis, ben, les choix, bah, tu Ouais, provoques, bien mais sûr. même si tu peux pas voir l'avenir, mais voilà, ben, Mmh. entre-temps, après, c'était très difficile pour, le restaurant aussi. Et puis, bah, j'étais d'une certaine façon quand même content de Mmh. plus trop attendre, quoi. Ce qui est cool, c'est que tu as pu récupérer le tableau qui est derrière toi. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez pas le voir, mais en tout cas, c'était l'emblème du Minotaure et moi, je me souviens à l'époque où quand tu m'avais montré les photos et j'ai dit: «Oh ouais, non, c'est cool, ça représente bien», et je crois même que je t'avais dit, «Bah, ça te représente bien». Je trouvais que ça t'allait bien et tu me fais: «Tu sais pas quoi? Et non, c'est moi». Ouais, C'est là où c'est tu m'as ça. expliqué que c'était ton buste, ton costume et qu'effectivement, tu avais changé la tête puisque Ah tu oui, pas non, aussi poilu. J'aimerais qu'on aborde le chapitre Tous unis pour l'enfance. ouais, C'est une association, donc en Suisse romande, ouais. dont tu es le président. Explique-nous un petit peu comment tu es parti dans cette aventure? Ben, ça fait des années, si tu veux que il y a 2 projets qui me tenaient à cœur. Heu, je voulais agir pour l'enfance et un autre que j'espère, réaliser, bah, dans quelques années pour les 50 ans et plus, tu vois? Parce que voilà, en plus, bah, avec tout ce que j'ai raconté, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour Mmh. aider, qui se retrouvent, voilà, dans le vide, comme ça a été le cas pour mon papa. Et je me suis dit que c'était, plus important, en tout cas à mes yeux, d'essayer de débuter quelque chose autour de l'enfance. Moi, j'ai beaucoup de chance, hein, j'ai 2 filles qui sont en pleine santé, on a aussi la possibilité de leur faire vivre, des choses, magiques et puis de leur faire découvrir, la vie, les belles choses et surtout, voilà, le respect des autres. Mmh. On n'avait pas tous, malheureusement, tu vois, avec cette, je dirais pas cette facilité, mais on n'est pas tous confrontés aux mêmes, Mmh. difficultés. Souvent certains sur le plan social, aussi et surtout au niveau de la santé. Et et ce que j'ai toujours pensé et vu, c'est que et ce qui est finalement aussi le motto de Tous unis pour l'enfance, l'enfant que tu es définira la lutte que tu deviendras. Malheureusement, des fois, j'ai beaucoup de peine à me retrouver dans cette société aujourd'hui, tu vois? Il y a beaucoup de valeurs qui ont sauté, beaucoup de choses qui me sont chères aussi que dommage, tu vois, que les gens, en tout cas, aient pas Mmh. d'instaurer, Mais personnellement. comme quoi? Tu penses à quoi? Rien que le respect, tu vois? Je veux Mmh. dire, l'altruisme, tu vois? Il y a un truc qui pour moi est terrible, c'est, l'individualisme. Mmh. Et tu vois, on est obligé de tous être là. Pour moi, c'est comme ça aussi que ça crée, tu vois? Pour l'enfance, on est tous obligés d'être solidaires, tu vois? Pour eux, parce que déjà, Mmh. tu le choisis pas, puis d'un autre côté, c'est hyper important d'agir à l'étranger, crois-moi. Puis il y a des choses que j'ai déjà fait aussi là-dessus, mais j'ai toujours et c'est une conviction, c'est qu'il faut avant tout, essayer d'agir, localement en Suisse. Et c'est pour ça que, tu vois, ben, Tous unis pour l'enfance est arrivé. Je me suis dit que je pouvais essayer de faire changer les choses, d'être là pour fédérer, promouvoir. C'est pas facile parce que tu as beaucoup de structures des fois qu'on prenne pas, mais finalement quand tu vois? Et puis maintenant on en représente plus de 60 et puis, ben, tous les mois on en accueille des nouvelles. On est là Et gratuitement pour elles, hein, tu vois? Pour essayer de les fédérer. Le cœur, on va dire initial, c'est que tu vas sur le site internet de Tous unis pour l'enfance mmh. et là on a un point central de recherche si tu veux. Comme, un présentateur radio l'a bien dit, puis je le garde toujours maintenant, on est un peu le Wikipédia. C'est-à-dire que tu arrives, je voulais que ce soit quelque chose de très facile. Je dis qu'un enfant de 5 ans puisse lui-même rechercher. Donc tu vas sur le site, tu cliques la thématique, le Mmh. canton et puis, bah, là, tu as la liste des assos. Si tu veux, j'étais aussi D'accord. bluffé parce que je ne m'attendais pas à avoir un trafic aussi important. On a en moyenne quotidienne 250 visites jour sur notre site. Waouh, c'est Et si presque tu veux, inquiétant. bah, après, bah, voilà, bah, Ouais, ouais. potentiellement on remplit un besoin Mmh. et c'est ce que je dis, c'est qu'on est là déjà pour mettre en relation ceux qui sont là pour aider, avec ceux qui sont dans le besoin, tu vois?
et ça, c'est le premier, vraiment la force et le Mmh. moteur, si tu veux, un peu de Tous unis pour l'enfance. Et après, bien sûr, l'autre objectif, c'est de mobiliser, c'est, tu vois, de fédérer, pour fédérer et promouvoir. Bon, ben, il se plein de visibilité à travers différents médias, mais bah, c'est de créer aussi, si tu veux, plus on arrivera à sensibiliser, à mobiliser, plus, ben, si tu veux, toutes ces structures, elles arriveront Mmh. à trouver des financements, et surtout, ben, à s'assurer que nos enfants, nos familles qui sont dans le besoin, ben, OK. soient là. Et les objectifs donc de cette association fêtière, hein, qui Ouais, rassemble toutes les autres associations, tu organises des événements? ouais. Tu cherches des financements? C'est c'est quoi Alors en nous, en fait? effet, nous, on fait tout ce qu'on pourrait faire pour ces assos, c'est gratuit, hein, tu vois? D'être Mmh. là quand on fait des manifestations, ou qu'on leur paie, tu vois? On a lancé la semaine de l'enfance qui est, ben, la semaine durant la Journée internationale des Mmh droits mh. de l'enfant qui se tient le 20 novembre, où là, ben, pareil, on donne de la visibilité à, une dizaine d'associations, à la radio, à la télé. Et là, ben, D'accord. elles ont la possibilité de s'exprimer, de prendre la parole et Mmh. puis de dire aux romans, ben, ce qu'elles font. Et puis et ça, c'est important. OK. Tu vois? Donc Donc tu c'est de augmentes la trouver ce visibilité de on est des on associations. agit là un peu comme amplificateur, en effet. Mmh. Et puis, c'est ce que je dis toujours, on s'appelle pas tous, la Croix-Rouge et Terre des Âmes, Mmh mh. et qui finalement, même elles, sont toujours et quotidiennement à la recherche de fonds. Mais c'est là où on essaie de finalement mettre toutes ces structures-là au même niveau. C'est qu'il y a des microstructures ou des structures moyennes, finalement, elles ont des fois même aussi à la recherche quand même de bénévoles et de ressources humaines, mais elles sont là pour aider sur le terrain, mais souvent elles ont peu de tu vois, elles ont pas forcément le niveau de professionnalisme nécessaire. Elles ont peu de moyens financiers aussi pour gagner en visibilité, Mmh. et finalement, nous, on essaye un peu de compenser aussi, ben, dans un microcosme qui est quand même assez important, ben, d'élever toutes ces structures-là pour qu'elles puissent finalement émerger et puis, ben, grandir. Une des choses aussi qui m'a, enfin, à force maintenant de connaître cet univers, c'est que, bah, souvent, tu crées une assoce parce que tu as quelque chose qui t'a touché, Mmh. et que, tu vois, soit tu as perdu un enfant, tu as toujours quelque chose qui est drivé par le fondateur, tu vois? Et ou les fondateurs et fondatrices. Mmh mh. Heu, le jour où ces fondateurs, ils sont plus là, soit parce qu'ils ont plus le temps, soit parce que, bon, c'est rare qu'ils lâchent aussi, mais soit parce qu'ils décèdent et puis voilà. Mmh. Ben, finalement, tu vois que 2 3 ans après, ces structures, elles disparaissent. Mmh. Et c'est là aussi un des messages que j'aimerais peut-être convier qu'on convie, de façon générale. Si vous êtes touché et que vous voulez vous impliquer, pas besoin de créer, votre structure, parce que finalement, il y a déjà sûrement une structure qui existe. Donnez votre temps, contactez-les et dites-leur que vous pouvez être là pour elles. OK. Si déjà on arrive à, tu vois, insérer ce microcosme, disons cette dynamique-là, Mmh. et ben, tu vois, avec le microcosme existant, ben, je pense qu'on l'objectif, c'est de le rendre plus fort, OK. et voilà. Et dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu réutilises et qui t'ont été utiles dans ce projet spécifiquement? Ben, bah, c'est comme on disait avant, c'est cette résilience, tu vois? Je veux dire, je pense que tu aurais pu baisser, mais déjà tellement de fois, tu vois? Ça fait que 2 ans et demi qu'on est vivant, si tu veux, qu'on est Mmh mh. officiel. C'est 7 ou 8 ans de boulot derrière. Avant, tu vois? Pour Waouh! comprendre, mettre en avant et puis après trouver les financements et puis tous les meetings les rencontres que j'ai faites, tu as même pas idée pour, enfin, de un même pour convaincre des associations. Tu vois? Tu te dis peut-être: «Mais comme on est là, c'est gratuit, on est Mmh. vraiment là pour elles». Enfin, des fois, tu dois même convaincre, tu vois? Genre, et et puis, ben, cette résilience, je pense, c'est un des OK. choses, qui je lâcherai jamais. Je Mmh. trouve que Tous unis pour l'enfance, on fait la différence. Finalement, on crée les ponts. OK. Tu vois? J'essaye aussi de créer les ponts, ben, avec, l'État, avec le secteur privé, avec le secteur associatif, et je pense qu'il y a le 4e secteur que j'ai découvert en cours de route et qui est, ben, qui était une évidence finalement, mais que je l'avais pas en tête au début. Ben, c'est l'humain, c'est les Mmh. romans. C'est que si ces 4 piliers-là, tu vois, tu arrives à créer un pont entre eux, heu, je suis sûr qu'au niveau social, on aura l'impact parfait. Et là, maintenant, ben, c'est pour ça qu'on fait des manifs avec beaucoup de gens. C'est qu'on essaye aussi, ben, pas uniquement d'être là, ben, pour créer les ponts entre, voilà, la Mmh. confédération, les cantons, les assos et puis, le milieu privé,
mais aussi maintenant d'y intégrer, nous tous, quoi. Je te propose qu'on attaque les 3 instants signature du podcast et on va démarrer par le premier. Rigole pas, Moi, j'ai l'habitude avec 2 filles, voilà, c'est la fameuse baguette magique. Pour ceux qui ne nous voient pas, donc c'est la jolie baguette magique très girly, princesse qui appartenait à ma fille. Je te faut la la prendre, confie OK? Attention. et à partir de maintenant, tout est possible. Tu Oh! peux changer le passé, le présent ou le futur et donc avec cette baguette, tu en fais ce que tu veux. Tu en ferais quoi? Écoute, je pense que je changerais pas le passé, parce que finalement, c'est grâce au passé que c'est là où on est aujourd'hui et Mmh. puis c'est grâce à ça qu'on doit essayer de construire. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Malheureusement, aujourd'hui, je crois qu'on a toujours tendance à oublier ce passé. Donc le passé, j'y toucherai pas. Mais par contre, le quotidien, ben, c'est à nous tous, mais c'est le futur que j'essaierai de me dire, parce que j'ai comme tu l'as dit, je suis quelqu'un qui suis hyper, pas confiant, qui croit en l'avenir, qui croit vraiment dans plein de choses, dans l'humain, dans plein de choses, et j'arrêterai jamais de croire. Mais on peut pas être seul et ce que je te décrivais avec cet individualisme, j'espère, grâce à cette baguette magique, qu'on pourra créer une société qui partage, soit à l'écoute, qui ne soit pas individualiste Mmh. et je crois que si on arrive à faire ça, et ben, ce sera déjà un bon début. On va attaquer le deuxième instant signature et alors là, tu es pas prêt non plus. C'est une petite sonnette, OK? Et en fait, on va attaquer donc l'instant tac au tac. Ce sont des questions, une dizaine de questions. Ça appelle une réponse rapide. Est-ce que tu as une citation que tu utilises au quotidien? Non, mais une qu'on applique à Tous unis pour l'enfance, un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Si tu devais décrire en quelques mots la plus grande leçon de vie que tu as apprise, ce serait quoi? L'humilité. Quel est ton plus ce que toi tu qualifies comme être ton plus gros échec? J'en vois pas. Il y a eu beaucoup de choses difficiles, certes, peut-être des é mais je les ai jamais vus comme des échecs. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi et finalement, je suis reparti, de plus belle. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son restaurant? Ne lance pas un restaurant! Ne touche pas à ça. OK. Est-ce que tu as un idole, un mentor? J'en ai eu beaucoup. C'est grâce à eux, que j'ai, je pense, beaucoup appris. Que ce soit chez Rolex, avec Alexandre, que ce soit, finalement même avec mon associé, au sein du restaurant avec Pépé et que ce soit beaucoup aujourd'hui avec l'entreprise dans laquelle je travaille, Jean-Claude, Philippe, ils se reconnaîtront et puis mon pote Adri, ouais. Quel conseil tu te donnerais à toi-même quand tu étais petit? Ponce. Quel a été ton plus gros accélérateur de vie? Ouais, je pense que, c'est le théâtre. Le théâtre, ça m'a tellement ouvert et facilité plein de choses après, ben, c'est grâce au théâtre que j'ai pu aborder beaucoup de choses, de façon, moins complexe. C'est quand tu es dans le dur, en personnage, tu dis que c'est pas toi et puis ça veut pas dire que tu dis des choses qui sont pas justes, tu vois? Mmh. Mais tu te dis que finalement tu te protèges avec un personnage et aujourd'hui je le fais moins ou pas, mais à l'époque en tout cas ça m'a beaucoup aidé parce que, voilà et le théâtre c'était vraiment un révélateur. Tu te vois où dans 10 ans? Chef d'entreprise, à nouveau, OK. Tu serais prêt à franchir le cap, ça me trotte beaucoup dans l'esprit souvent, mais OK. non, j'aime mon métier, j'aime, l'employeur, dans lequel je suis aujourd'hui et puis j'espère que voilà, j'aurai encore de très belles aventures avec parce que, je suis imprégné, Mmh. mais mais c'est toujours un truc au coin de ma tête qui trotte, tout le temps, quoi, donc OK. pourquoi pas? On a terminé le deuxième instant signature, il en reste un, c'est la fameuse minute inspirante. Donc je vais lancer un minuteur Ouais, et tu as
1 minute maximum Ouf. pour inspirer nos auditeurs. N'ayez pas peur, foncez dans la vie. C'est ce que je dis à tous les jeunes. Il faut être curieux, il faut être passionné, ne jamais avoir de regrets, heu et surtout, il faut faire les choses avec passion, et les faire pleinement. Il faut apprendre, ben, peut-être des erreurs, si on les perçoit comme des erreurs et finalement savoir rebondir, de respecter les autres, de se respecter soi-même, je pense aussi et et je dirais une chose qui m'a beaucoup aidé et surtout sur des conseils, voilà, d'un des mentors, c'est de prendre du recul. Quand on arrive à s'élever puis comprendre ce qui nous arrive et ben, je pense si on le fait régulièrement, ça permet d'être aussi une meilleure personne tous les jours. Merci. Merci beaucoup Antonio. Ouais, merci à toi Merci Agnès, pour cet échange. c'était chouette, ouais. Merci. Merci. Voilà. C'est cool. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a touché, inspiré ou même fait sourire. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Alors avant qu'on se quitte, j'ai 2 petits services à vous demander. 1, abonnez-vous. Et si vous aimez écouter des histoires inspirantes, cliquez sur s'abonner sur votre plateforme audio ou sur YouTube. Ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. Et 2, partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous, à un ami, à un proche ou même sur vos réseaux. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Alors, merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux, car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.